Mes parents m'ont désavoué pour avoir acheté un magasin de friperie au lieu de financer le voyage de noces de mon frère. Maman a dit froidement, « Tu n'es qu'un déchet inutile », et a déclaré que je n'étais plus leur fils. Maintenant, il me supplie. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager en commentaire la ville ou le pays d'où vous regardez et l'heure qu'il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air dans la maison de mon enfance sentait toujours faiblement le cirage au citron et le parfum coûteux de maman, un parfum soigneusement élaboré pour masquer tout ce qui était moins que parfait. En grandissant, Marc était le meuble poli, brillant sous le rayon de soleil de l'approbation de mes parents. J'étais le tapis caché dans le coin, utile pour attraper la poussière mais largement ignoré. Il était l'athlète vedette, l'étudiant brillant, celui qui avait du charme. J'étais juste moi au calme, introspectif, trouvant du réconfort dans les coins poussiéreux du garage ou les pages usées de vieux livres. Papa tapait toujours Marc dans le dos après un match, un son ferme et fier qui résonnait dans toute la maison. Mon dos, lui, restait vide, comme un espace attendant une main qui ne se posait jamais. Leur favoritisme n'était ni bruyant ni dramatique dans les premières années, il était subtil, insidieux. Les besoins de Marc étaient urgents, les miens pouvaient attendre. Ses problèmes nécessitaient des solutions financières immédiates, les miens nécessitaient que je trouve une solution. Maman avait une façon d'encadrer chaque demande comme une question de devoir familial ou une attente silencieuse que je contribuerais, soutiendrais et permettrais, surtout en ce qui concernait Marc. Je me souviens avoir travaillé les week-ends pendant mes études universitaires, débarrassant les tables et frottant les planchers pour rassembler assez d'argent pour aider à payer leur nouveau toit après une tempête. J'ai manqué des sorties avec des amis, des groupes d'études ou les moments fugaces de liberté de jeunesse. Quand j'ai donné le chèque à maman, elle a juste hoché la tête, le rangeant dans son sac à main. Bon garçon, David, a-t-elle dit. Cet argent aide. Jamais de remerciement, jamais de reconnaissance du sacrifice. C'était tout simplement attendu un épuisement silencieux et constant de mes ressources, à la fois financières et émotionnelles. Le mariage de Marc avec Sarah était prévisiblement une affaire extravagante. Mes parents n'ont épargné aucune dépense, déterminés à projeter une image de succès sans effort et de bonheur familial à leurs amis et à leur communauté. Il y avait des arrangements floraux qui coûtaient plus que mon loyer mensuel, un groupe amené de l'extérieur de l'État, et une liste d'invités qui semblait grandir quotidiennement avec des gens que je n'avais jamais rencontrés mais qui étaient apparemment essentiels à l'image de la famille. Le stress dans la maison avant le mariage était assez épais pour être coupé au couteau. Maman était un tourbillon d'énergie frénétique, aboyant des ordres, obsédé par les moindres détails. Papa s'inquiétait des factures croissantes, son air jovial habituel était remplacé par un froncement de sourcils serrés et inquiet. En les observant, quelque chose en moi, ce vieux sentiment d'obligation profondément ancré s'est déclenché. J'avais une somme d'argent décente épargnée ou de l'argent que je prévoyais utiliser comme acompte sur un petit appartement, ou peut-être même pour financer une idée d'entreprise modeste à laquelle je réfléchissais. Mais voyant leur stress, sentant cette attraction familière d'être celui sur qui on peut compter, je suis intervenu tranquillement, sans fanfare. J'ai proposé de couvrir la compte pour le traiteur ou une somme qui a fait crier mon compte bancaire en signe de protestation. Le visage de maman, marqué par des rides d'inquiétude, s'est immédiatement lissé. Papa a poussé un soupir de soulagement qui ressemblait à des pneus qui se dégonflaient. « Oh, David, que Dieu te bénisse », a dit maman, un éclair de chaleur dans ses yeux que je voyais rarement dirigés vers moi. J'ai senti, pendant une fraction de seconde, que j'achetais enfin un petit morceau d'appartenance, un billet pour le cercle intime. Le mariage a été un flou de sourires forcés, de conversations banales et maladroites, et j'ai regardé Marc et Sarah se prélasser dans la lueur de centaines de regards admiratifs. Je me tenais en périphérie, sirotant du champagne au goût vaguement décevant, me sentant comme un figurant dans un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Marc, bien sûr, a à peine reconnu ma contribution. Il était trop occupé à profiter du spectacle, trop pris dans le fait d'être le centre de l'attention. C'était Marc charmant, égocentrique et totalement dépendant de l'échafaudage invisible des privilèges parentaux et, apparemment, de mon portefeuille. Quelques semaines après que la poussière du mariage se soit déposée, je rentrais de mon travail, un travail régulier mais peu stimulant de saisie de données quand je l'ai vu, un vieux bâtiment délabré en bordure de la ville, niché dans un coin de rue que j'utilisais rarement. Il avait une pancarte, à vendre, décolorée, plantée de travers dans l'herbe envahie par la végétation devant. Il ressemblait à une relique oubliée, la peinture écaillée, les fenêtres sales. Sur un coup de tête, je me suis arrêté.
La pancarte indiquait un numéro de contact et un prix qui m'a fait faire un double regard, $2900. Ce n'était pas pour le bâtiment rénové, c'était pour la structure telle qu'elle, le terrain et tous les trésors poussiéreux et oubliés qui pourraient se trouver à l'intérieur d'un magasin de friperie. Entré à l'intérieur quelques jours plus tard, la clé lourde et fraîche dans ma paume, c'était comme remonter le temps et entrer dans un monde totalement différent. L'air était épais de l'odeur du papier vieilli, de la pourriture sèche et de quelque chose de métallique et de rouillé. Des particules de poussière dansaient dans le seul rayon de soleil qui traversait une vitre fissurée. C'était un désastre accablant et intimidant, mais sous la saleté et la décomposition, j'ai vu autre chose, du potentiel. Un espace que je pouvais façonner, remplir de choses qui avaient des histoires, me connecter avec des gens en dehors de mon orbite habituelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étincelle d'excitation qui était entièrement la mienne, non empruntée ou assignée, non liée à l'approbation de quiconque. C'était risqué, peut-être fou, mais ça ressemblait à une bouée de sauvetage. J'ai utilisé l'argent qu'il me restait, la somme que j'avais prévue pour un futur acompte, et j'ai acheté l'endroit. Je n'ai pas prévenu mes parents tout de suite, ça me semblait trop précieux, trop vulnérable pour être exposé à leur jugement immédiat. J'ai commencé à y passer mes soirées et mes week-ends, à nettoyer, à trier, à rêver. Le travail était dur, physiquement exigeant d'une manière que mon travail de bureau ne l'était pas, mais il était réconfortant. La fatigue dans mes muscles semblait méritée, contrairement à l'épuisement las de toujours essayer de se montrer à la hauteur. L'air de la maison semblait plus léger après la fin du mariage, un calme temporaire avant la prochaine tempête. Cette tempête s'est rassemblée autour du sujet du voyage de noces. Marc et Sarah avaient choisi un voyage de 2 semaines tout compris à Bora Bora. Somptueux ne suffisait même pas à le décrire. J'ai entendu maman et papa discuter des coups sur un ton bas et stressé. Puis les allusions ont commencé, des commentaires occasionnels au dîner du dimanche sur le coût élevé des voyages de luxe de nos jours, des remarques ciblées sur le fait que Marc méritait cela après tout le stress du mariage. La conversation a inévitablement dérivé vers ma contribution au mariage. David a été d'une grande aide, disait maman, son ton impliquant que naturellement, je continuerai à être utile. Il est devenu clair, avec une certitude glaçante, ce qui allait arriver, il s'attendait à ce que je couvre l'addition de Bora Bora. La confrontation a eu lieu lors d'un dîner de famille apparemment anodin quelques semaines plus tard. Nous étions assis autour de la table en acajou poli, le parfum du fameux poulet rôti de maman emplissait l'air, le cliquetis des couverts fournissant un mince vernis de normalité. Marc et Sarah étaient là, nous racontant des histoires de leurs cadeaux de mariage. Papa a fait une blague sur le fait d'être entièrement payé après le mariage, puis a soupiré théâtralement. Maman a saisi l'ouverture. Maintenant que le mariage est réglé, a-t-elle dit, sa voix légère mais avec un courant d'attente, il ne reste plus que la question du voyage de noces. Elle m'a regardé directement. Puisque tu as été d'une grande aide pour le mariage, David, nous avons pensé, eh bien, tu pourrais simplement gérer les dépenses du voyage de noces aussi. C'est normal. Marc mérite un voyage convenable après tout ça. Mon estomac s'est écroulé. Ce n'était pas une question, c'était un décret. Mon explication soigneusement construite sur le magasin de friperie, mes projets d'indépendance, se sont soudainement sentis fragiles, insignifiants face au poids de leurs attentes de longue date. Mes paumes ont commencé à transpirer, une sensation froide et gluante. Mon cœur martelait contre mes côtes. Dire non ressemblait à sauter d'une falaise, mais en regardant leurs visages expectatifs, le sourire arrogant de Marc, je savais que je ne pouvais pas le faire, pas cette fois, pas avec la clé du magasin de friperie, mon avenir poussiéreux et plein d'espoir brûlant un trou dans ma poche. Ma voix a tremblé au début. Maman, papa, je ne peux pas. J'ai utilisé le reste de mes économies pour acheter ce vieux magasin de la rue Elme. Je vais le réparer, ouvrir un magasin de fripes et d'antiquités. Les bavardages polis se sont arrêtés instantanément. Le cliquetis des couverts a cessé. La pièce est tombée silencieuse, sauf pour les battements frénétiques dans mes propres oreilles. Leurs sourires se sont figés, puis se sont fondus en expressions d'incrédulité totale, et rapidement, de colère. Tu as fait quoi? La voix de maman était aiguë, coupant le silence. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Un magasin de fripes, David? Tu es sérieux? Papa fronça les sourcils, sa déception était palpable. Quel genre d'investissement insensé est-ce? On parle du voyage de noces de ton frère, de son avenir. Tu gaspilles ton argent sur des déchets. Ce ne sont pas des déchets. J'ai essayé d'expliquer, ma voix gagnant un peu de force alors que la colère commençait à dépasser la peur.
C'est une opportunité, une chance de construire quelque chose qui m'appartient. Construire quoi? Une collection de déchets des autres? Maman a ricané, son visage se tordant de mépris. Ses yeux, habituellement chaleureux lorsqu'elle regardait Marc, étaient comme des éclats de glace fixés sur moi. Nous t'avons dit que Marc avait besoin de cet argent. Il a besoin de ce voyage. C'est égoïste, David, incroyablement égoïste, après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que tu as fait. Les mots se sont échappés avant que je puisse les arrêter aux des années de ressentiment silencieux bouillonnant à la surface. J'aide depuis des années, je paie pour les choses, je répare les choses, je suis toujours le plan de secours. Et la seule fois où j'essaie de faire quelque chose pour moi, quelque chose qui ne consiste pas à résoudre un problème pour Marc ou à payer quelque chose pour vous, vous appelez ça égoïste. Oh, ce petit peu que tu as aidé. Maman a fait un geste de la main pour me congédier. Ce n'était rien comparé à ce que nous avons fait pour toi au t'élever, te nourrir, te loger. Et c'est ainsi que tu nous rembourses? En donnant la priorité à un vieux bâtiment poussiéreux plutôt qu'à ton propre frère? Marc a reniflé de son bout de table. Ouais, typique de David. Il pense toujours à lui. Il ne peut même pas aider Marc pour son voyage de noces. Radin. Ces mots et les regards froids et durs de mes parents ont atterri comme des coups physiques. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil de fer barbelé autour de mes poumons. L'air a été aspiré hors de la pièce, remplacé par une pression lourde et suffocante. Il ne s'agissait plus de l'argent, il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de leur récit sur moi ou le fils peu fiable, moins précieux, qui existait pour servir l'enfant d'or. Puis maman a asséné le coup final et écrasant, sa voix ruisselant de glace et de dédain. Tu sais quoi, David? Si c'est le genre de personne que tu es si égoïste, si ingrat ou peut-être que tu ne fais pas vraiment partie de cette famille après tout. Gâcher ta vie sur des déchets inutiles comme ce magasin, tu n'es qu'un déchet inutile. Elle s'est levée brusquement, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. Ses yeux étaient rivés sur les miens, froids et durs. Tu n'es plus mon fils. Papa n'a rien dit. Il est resté assis là, les yeux fixés sur son assiette. Son silence était une affirmation assourdissante de son jugement. Marc a détourné le regard, une lueur de quelque chose d'illisible dans ses yeux, pas tout à fait des regrets, peut-être juste de l'inconfort. Les mots, déchets inutiles, ont atterri comme des coups physiques, chaque syllabe faisant écho aux années où je me suis senti inférieur. Tu n'es plus mon fils. Ce n'était pas juste une phrase, c'était comme une séparation, un arrachement violent des racines mêmes qui étaient censées m'ancrer. Ma vision s'est brouillée de larmes non versées. L'odeur familière du poulet rôti m'a soudainement donné la nausée. La maison où j'avais grandi s'est soudainement sentie étrangère, chaque photo de famille au mur comme une accusation. Bien, ai-je chuchoté, ma voix se brisant sur ce seul mot. Je me suis levé, repoussant ma chaise brutalement. Elles ont grincé contre le sol comme un cri. Je n'ai pas regardé leur visage, leurs yeux froids et impitoyables. Je suis juste sorti de la salle à manger, à travers la maison silencieuse et accusatrice, et par la porte d'entrée. Le trajet du retour a été un flou. Les réverbères se sont brouillés à travers mes larmes, chacun étant un rappel douloureux d'une maison que je croyais avoir mais que je n'avais pas. J'ai serré le volant si fort que mes articulations me faisaient mal. Quand je suis rentré dans mon petit appartement, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assis au bord de mon lit dans l'obscurité, les échos de leurs paroles rebondissant sur les murs, déchets inutiles, plus mon fils. Le poids de leur rejet était écrasant, plus lourd que n'importe quel fardeau physique. Je me suis senti totalement vaincu, vidé. Chaque sacrifice passé, chaque moment d'espoir pour leur approbation, ressemblait à une blague cruelle et cosmique. Je suis resté assis là pendant des heures, frissonnant dans le silence, me sentant plus froid et plus seul que jamais auparavant. C'était mon point le plus bas. Les jours suivants ont été un brouillard de douleur et d'incrédulité. J'ai accompli les tâches de mon travail, mais mon esprit était une boucle constante de cette scène de table de dîner, les paroles coupantes de maman, la trahison silencieuse de papa. La honte m'a submergé par vagues, suivie d'une tristesse profonde et lancinante. Je me suis senti comme un échec, exactement ce qu'ils avaient toujours semblé croire que j'étais. Mais lentement, insidieusement, quelque chose d'autre a commencé à mijoter sous la surface de mon désespoir, la colère, une colère froide, dure et juste. L'injustice de tout cela. Des années de soutien silencieux, d'efforts pour être le fils qu'il voulait, pour être simplement rejeté au moment où j'ai choisi ma propre voie, mon petit rêve.
Ils ne s'étaient pas contentés de désapprouver, ils avaient essayé de m'effacer, de nier notre connexion même, simplement parce que je ne financerais pas les vacances de leur enfant d'or. Il ne s'agissait pas des 2900 $, il s'agissait de contrôle, de leur incapacité à me voir comme une personne séparée avec mes propres aspirations. J'ai recommencé à aller au magasin de fripes, non seulement pour travailler, mais aussi pour canaliser l'énergie brute de ma fureur. J'ai attaqué la saleté avec une nouvelle intensité, frottant des années de saleté sur les planchers, démolissant les étagères affaissées. Chaque coup de marteau sur un morceau de bois pourri ressemblait à un coup contre leur jugement. La poussière que j'ai soulevée ressemblait aux résidus sédimentaires de leurs attentes toxiques. La clé du magasin, autrefois un symbole d'espoir hésitant, était maintenant une désobéissance lourde et solide dans ma poche. Je savais que je ne pouvais pas faire ça seul. J'ai appelé Sarah, mon amie depuis l'université, l'une des rares personnes en dehors de la famille qui connaissait le vrai moi. C'était difficile d'en parler, la honte faisant accrocher les mots dans ma gorge, mais je lui ai tout raconté, la contribution au mariage, le magasin, le dîner, les mots brutaux de maman. Elle a écouté patiemment, son silence n'étant ponctué que de doux sons de sympathie. David, a-t-elle finalement dit, sa voix ferme et gentille, ce n'est pas une famille, c'est de la cruauté. Ce qu'ils ont fait, tu ne le méritais pas. Tu n'es pas un déchet inutile. Tu construis quelque chose de réel, quelque chose qui t'appartient. Sa validation a été une bouée de sauvetage, un rappel que leur vision déformée de moi n'était pas la seule vérité. Elle m'a exhorté à parler à quelqu'un, peut-être à un avocat, simplement pour comprendre mes options, surtout s'il y avait de vieilles affaires familiales ou des actifs qui pourraient être compliqués par leurs déclarations. Suivre les conseils de Sarah ressemblait à un autre pas dans l'inconnu, mais nécessaire. J'ai trouvé un avocat local, une femme pragmatique nommée Madame Evans, spécialisée en droit de la famille mais qui s'occupait également de petites entreprises. Expliquer la situation semblait surréaliste, mes parents m'ont désavoué parce que j'ai acheté un magasin de fripes à 2900 $ au lieu de financer le voyage de noces de mon frère à Bora Bora. Madame Evans a écouté calmement, son expression impénétrable. Elle a posé des questions sur les actifs familiaux, tout héritage potentiel, les arrangements financiers passés. Cela semblait envahissant, mais elle a expliqué qu'elle avait besoin du tableau complet pour me conseiller correctement. Elle a également mentionné que parfois, lorsque les gens réagissent avec une telle colère extrême à un refus financier apparemment mineur, cela peut être un signe de problème sous-jacent. Elle avait raison. Mes parents ne se sont pas arrêtés à me désavouer, ils ont lancé une campagne de dénigrement. Mon téléphone, qui était généralement silencieux en ce qui concerne la famille, a soudainement bourdonné de textos et d'appels gênants, un cousin demandant s'il était vrai que j'avais abandonné ma famille dans leurs besoins, une tante exprimant son inquiétude pour mon état mental, répétant des phrases qui ressemblaient étrangement aux déclarations de maman. Il me peignait comme le méchant, le fils égoïste et ingrat qui avait tourné le dos à sa famille aimante. Marc a probablement aidé, profitant du drame, se prélassant dans la sympathie parentale renouvelée qui lui était adressée. Voir des publications vagues et ciblées sur les médias sociaux de membres de la famille, c'était comme recevoir de minuscules piqûres numériques, chacune renforçant mon isolement. Chaque notification ressemblait à un nœud qui se serrait dans mon estomac, l'équivalent numérique de leur porte claquée. Travailler au magasin est devenu mon sanctuaire. J'ai appris à enlever la peinture, à réparer les meubles, à rechercher l'histoire des objets étranges que j'ai trouvés. Le travail physique était une thérapie. La poussière, l'odeur du vernis, la sensation du vieux bois lisse sous mes doigts c'étaient des choses réelles et tangibles, contrairement au sable changeant et peu fiable de l'approbation familiale. Un après-midi pluvieux, alors que je débarrassais le bureau arrière encombré ou une pièce entassée de papiers oubliés, de vieilles factures et de registres de la propriétaire précédente, une certaine Madame Gable, j'ai trouvé une lourde boîte en métal rangée sous une pile de journaux des années 1980. Elle n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, parmi les documents commerciaux de Madame Gable, se trouvaient des documents plus anciens qui semblaient déplacés. Ils n'étaient pas à elle, c'étaient des papiers de famille, les papiers de ma famille. Mes mains tremblaient alors que je les sortais, de vieux actes, des relevés bancaires, un projet de testament et un épais dossier intitulé « Propriété de la rue Elme ». C'était un dossier concernant le bâtiment du magasin de friperie. En le feuilletant, j'ai eu le sang glacé. Ces documents révélaient que mes parents, il y a des années, avaient possédé une part importante de cette propriété avec Madame Gable, potentiellement destinée à être un investissement pour leurs enfants. Plus choquant encore, les relevés bancaires montraient qu'une grosse somme d'argent destinée à un futur investissement familial était systématiquement détournée pendant plusieurs années, coïncidant avec la période où Marc était dans un coûteux lycée privé et plus tard,
Le lancement de sa première entreprise que papa avait fortement financée. Le dossier contenait également un projet d'accord où mon nom figurait comme futur copropriétaire de la propriété de la rue Elme, un projet qui a clairement été abandonné lorsque l'argent a disparu. Le papier était fin, fragile, mais la vérité qu'il contenait m'a frappé avec la force d'un raz-de-marée. Il ne s'agissait pas seulement de la lune de miel, il s'agissait de tout, de leurs difficultés financières de longue date, de la façon dont ils comptaient sur moi, de leur attention intense aux besoins financiers de Marc, de leur mépris absolu pour cette propriété spécifique lorsque je l'ai achetée. Tout s'est mis en place avec une clarté essayante. Ils n'étaient pas seulement manipulateurs, ils étaient activement trompeurs, ayant détourné des fonds qui auraient pu me fournir une assise il y a des années, tout en favorisant ma dépendance et le droit de Marc. Il ne s'agissait pas seulement de renier, c'était le point final d'un schéma d'exploitation et de trahison à long terme. J'ai apporté la boîte et son contenu directement à Madame Evans. Elle a examiné les documents méthodiquement, son expression devenant plus sombre à chaque page. Monsieur Peterson, a-t-elle dit, utilisant mon nom de famille de manière formelle, cela change les choses de manière significative. Il ne s'agit pas seulement d'un différend familial concernant une lune de miel, cela suggère un cas potentiel de détournement de fonds et de violation du devoir fiduciaire, selon les spécificités de cet ancien projet de testament et de la manière dont ces fonds ont été gérés. Les preuves étaient irréfutables. Elles ont confirmé leur tromperie, expliqué leur désespoir d'argent et validé chaque sentiment refoulé d'avoir été traité injustement tout au long de ma vie. Cela m'a également donné un vrai levier. Nous avons discuté des options. Un procès était possible, mais désordonné et potentiellement long de plusieurs années. Les exposer publiquement était une autre option, mais Madame Evans a conseillé la prudence, en se concentrant sur ce que je voulais comme résultat. Je ne voulais pas forcément leur argent, mais je voulais une validation. Je voulais qu'ils fassent face à la vérité, non seulement en privé, mais d'une manière qui démantèle leur masque social soigneusement entretenu. Le moment de la justice devait être stratégique, percutant et indéniable. Nous avons opté pour une séance de médiation formelle, présentée comme une dernière tentative pour résoudre les différends familiaux, mais orchestrée par Madame Evans. Nous avons invité mes parents et Marc. Elle s'est tenue dans une salle de conférence neutre stérile, silencieuse, un contraste saisissant avec le chaos émotionnel qu'elle contenait. La tension dans l'air était palpable. Mes parents sont arrivés composés, rayonnant un air de dignité blessée, s'attendant clairement à réitérer leur récit de ma reconnaissance. Marc était assis à côté d'eux, ayant l'air ennuyé et légèrement agacé d'être là. J'étais assis en face d'eux, Madame Evans à mes côtés. Je n'étais plus le garçon blessé et rejeté. La colère s'était installée en une résolution froide et dure. J'étais nerveux, mes mains serrées dans mon giron, mais je ressentais un noyau d'acier que je ne savais pas posséder. Madame Evans a commencé par exposer les bases, leur déclaration de reniement, la raison qu'ils ont donnée. Puis elle s'est tournée vers moi. David, vous avez quelque chose que vous aimeriez partager concernant le contexte de ces événements? J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix était stable, calme. Je ne l'ai pas élevée, je n'ai pas accusé. J'ai simplement exposé les faits, en me référant aux documents que j'avais trouvés, ceux qui étaient disposés sur la table. J'ai parlé de la propriété de la rue Elme, des fonds mis de côté, de la façon dont ils ont disparu, en le reliant directement à leurs dépenses pour marquer à leurs besoins d'argent par la suite, y compris la lune de miel. J'ai parlé des années de contribution plus petites, du schéma consistant à attendre que je paie les factures tout en rejetant mes propres besoins et efforts. J'ai terminé en déclarant que leur réaction à mon achat du magasin de friperie ne portait pas seulement sur les $2900, il s'agissait de contrôle et de l'exposition de leur schéma de manipulation et d'exploitation de longue date. Les visages de mes parents, habituellement si contrôlés, se sont contractés d'un mélange de peur et de fureur pendant que je parlais. Maman a interrompu à plusieurs reprises, marmonnant des dénégations, qualifiant les documents de faux, essayant de me manipuler la même devant Madame Evans. Des mensonges. Que des mensonges. Tu inventes tout ça, David. Tu es fou. Sa façade parfaite s'est fissurée, révélant quelque chose de laid et de désespéré en dessous. Papa, pour la première fois, a semblé vraiment secoué, ses yeux allant de moi aux documents, puis à maman. Il a marmonné quelque chose au sujet de malentendus. Marc, qui avait eu l'air suffisant, est devenu pâle lorsque j'ai mentionné ses dépenses coïncidant avec les fonds manquants. Il s'est déplacé mal à l'aise, marmonnant « Je ne savais rien de tout cela ». Madame Evans a calmement réfuté leur dénégation, se référant aux définitions légales et à la piste écrite claire. Elle n'avait pas besoin d'être agressive, la vérité,
présentée de manière factuelle, était assez dévastatrice. La dynamique du pouvoir dans la pièce a complètement changé. Je n'étais pas les ordures inutiles qu'ils avaient reniées, j'étais celui qui détenait la vérité indéniable, celui qui avait construit quelque chose de réel alors qu'ils étaient occupés à maintenir une façade basée sur la tromperie. Le sentiment de pouvoir qui me revenait en disant ma vérité était exaltant, une force tranquille qui résonnait au plus profond de mes os. La médiation s'est terminée brusquement avec maman déclarant que c'était une farce et sortant en tempête, papa la suivant, vaincu. Marc a marmonné une autre faible dénégation avant de suivre. Les conséquences immédiates n'ont pas été une fin hollywoodienne. Il n'y a pas eu de réconciliation larmoyante ou de grandes excuses, ce n'était pas leur nature. Mais il y a eu des conséquences. Madame Evans a engagé des procédures judiciaires basées sur les preuves financières, visant à récupérer une partie des fonds détournés et à clarifier la propriété concernant les actifs familiaux potentiels. Ce processus a été stressant, impliquant des documents et des dates d'audience, mais c'était une étape nécessaire pour officialiser les limites. Les conséquences sociales furent plus immédiatement perceptibles. La nouvelle, peut-être par le biais de fuites contrôlées du cabinet de Madame Evans ou par le bouche à oreille inévitable une fois l'action en justice entamée, s'est répandue concernant la situation financière et la séance de médiation. La façade de la famille parfaite s'est effondrée. Les mêmes parents qui avaient appelé pour exprimer leurs inquiétudes ont maintenant présenté des excuses hésitantes ou sont restés silencieux. Les cercles sociaux habituels de mes parents sont devenus gênants, leur tentative de me présenter comme le méchant sonnait creux sur fond de leur propre tromperie exposée. J'ai également établi des limites claires et inébranlables. J'ai dit à mes parents, par l'intermédiaire de Madame Evans, que tout contact futur devait passer par mon avocat. Je ne discuterai de rien concernant les finances, la vie privée ou le passé directement avec eux. La relation a été irrévocablement changée, peut-être rompue définitivement au sens traditionnel du terme. Ce fut douloureux, pleurant l'idée de la famille que j'aurais souhaité avoir, mais ce fut aussi libérateur. La paix qui a accompagné l'établissement de cette limite, le refus de participer à leur danse toxique, a été profonde. Le mot « non » semblait étranger mais libérateur, une clé tournant dans une serrure dont je ne me rendais pas compte de l'existence. Pendant ce temps, mon attention s'est entièrement portée sur le magasin de friperie. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. J'ai appris la plomberie, le câblage électrique de base, à marchander pour trouver des objets intéressants aux enchères. La transformation physique du bâtiment reflétait ma propre guérison intérieure. L'espace poussiéreux et négligé a commencé à respirer. Je l'ai rempli d'objets qui avaient leurs propres histoires, de vieux livres, des meubles anciens, des objets de collection originaux. Les gens ont commencé à venir, attirés par la curiosité, restant pour l'atmosphère. Je ne construisais pas seulement une entreprise, je construisais une communauté. Mon amie Sarah m'a aidé le week-end, les voisins s'arrêtaient juste pour discuter. J'ai rencontré d'autres petits entrepreneurs de la région, trouvant une camaraderie et un soutien que je n'avais jamais eu dans ma propre famille. Nous avons partagé des conseils, des frustrations et de petites victoires. C'était ma nouvelle famille, une famille choisie, basée sur le respect mutuel, un but commun et une connexion authentique. Le parfum du bois poli et des vieux livres était mon nouveau parfum, bien meilleur que la faible odeur rance de leur désapprobation. En dépoussiérant une vieille lampe, j'avais l'impression de dépoussiérer des parties de moi-même, révélant quelque chose de précieux sous la négligence. Le carillon au-dessus de la porte n'annonçait pas seulement un client, c'était une petite cloche d'affirmation pour la vie que je construisais. L'affaire judiciaire a progressé. Ce ne fut pas une victoire totale en termes de recouvrement de chaque centime perdu au prouver l'intention derrière des manœuvres financières vieilles de plusieurs décennies et complexes, mais elle a abouti à un règlement qui a reconnu un certain niveau de méfaits passés et a sécurisé ma position concernant les futurs biens familiaux, les empêchant de me déshériter purement par méchanceté. Surtout, cela a officialisé la vérité de leur manipulation financière. Puis l'ironie est arrivée. Quelques mois après le règlement judiciaire, une fois les retombées sociales initiales calmées, les appels ont commencé non pas à Madame Evans, mais hésitamment à mon numéro personnel. Des appels que j'ai d'abord filtrés avant de les laisser aller sur la messagerie vocale. Puis des SMS, des emails de maman, de papa. Leur façade élaborée, il s'est avéré, n'avait pas seulement été fissurée, elle s'était brisée, et les morceaux s'avéraient très coûteux à remettre ensemble. La bataille juridique, même le règlement, les avait épuisés. Marc, semble-t-il, n'avait tiré aucune leçon des révélations financières et avait poursuivi ses habitudes de dépenses privilégiées, s'étant peut-être lui-même mis en difficulté et s'étant tourné vers eux pour obtenir des sauvetages,
épuisant encore plus leurs ressources. L'isolement social signifiait que moins de gens étaient prêts à donner un coup de main ou une oreille attentive. Leur monde soigneusement construit, bâti sur les apparences et la manipulation des autres, s'effondrait. Les messages étaient pathétiques. Ils ne se sont pas excusés de m'avoir traité de « déchets inutiles » ou de m'avoir désavoué. Ils n'ont pas reconnu la tromperie financière. Au lieu de cela, ils ont parlé de la difficulté de la situation, de la nécessité pour la famille de rester unie, laissant entendre de manière générale leur détresse financière. Ils avaient besoin d'un peu d'aide, ils avaient besoin de mon aide, le fils qu'ils avaient mis de côté. L'entreprise qu'ils avaient méprisée comme des déchets était, ironiquement, la seule chose stable qui restait à leurs yeux. Leurs noms ont clignoté sur mon écran, une notification que je désirais autrefois, maintenant une source d'ironie lasse. Le SMS n'était pas « je suis désolé ». C'était « nous avons besoin de ton aide ». C'est la famille. Le même vieux crochet, mais il avait perdu son ardillon. Je n'ai pas répondu directement. J'ai transféré les messages à Madame Evans. Ils essayaient toujours de me ramener dans leur toile toxique, essayant de tirer parti de l'idée défunte de la famille pour leur propre profit. Parfois, tard le soir, assis dans mon appartement calme au-dessus du magasin de friperie maintenant florissant, je pense à ces messages. Ils appellent, et ils supplient, et je ne réponds pas. Est-ce cruel de les laisser faire face aux conséquences de leurs propres actes, de refuser d'être leur sauveur une fois de plus? Ou est-ce simplement enfin se choisir soi-même? Je regarde autour de mon espace, rempli de trésors récupérés, entouré du bourdonnement silencieux de la vie que j'ai construite de toutes pièces, la vie qu'ils ont qualifiée de déchets. Ce n'est pas parfait, c'est un travail acharné, et il y a encore des défis, mais c'est réel, et c'est le mien. Et cela, j'ai appris, vaut plus que n'importe quelle somme d'argent ou l'amour conditionnel de n'importe quel parent. Que signifie vraiment la famille? Est-ce le sang qui vous rejette, ou les liens que vous forgez dans les coins tranquilles du monde, construits sur le respect et l'acceptation?